Bonsoir, c'est fait. La Banque mondiale vient en appui à la Société des eaux de Guinée dans son programme de réduction des eaux non facturées. L'opération concerne le réseau de distribution d'eau de Conakry. Nabi Camara nous en dira plus dans ce journal. Nous irons à New York et là-bas, des produits locaux guinéens sont vendus. Une exposition aux Nations Unies pour faire la promotion de la production locale. Une initiative présidentielle qui fait du chemin. Nous serons avec Fatoumata Samoura, notre correspondante aux États-Unis. Et puis musique pastorale, et ça va faire du bien à tout le monde. Un voyage avec deux originaires du Fouta, Samba et Mamadou. Ils affectionnent tous les deux la flûte, une passion qu'ils vivent au quotidien. Makeme Dozo nous les présente dans ce journal. Bonsoir, merci de regarder la télévision nationale. On commence avec ce décret des 2018-039-PRG-SGG. Le président de la République décrète. Article 1er. La première session ordinaire 2018 du Conseil économique et social est convoquée le mardi 27 mars 2018 au siège de l'institution à la 6e avenue, quartier Koulewondi, commune de Kaloum. Article 2. La durée de la session ordinaire est de 2 mois. Article 3. Le présent décret, qui prend effet pour compter de la date d'ouverture de la session, sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, 20 mars 2018. Professeur Alpha Condé, ce qui concentre l'attention ce soir, signature d'un protocole d'accord entre gouvernement, syndicats et patronat sur le maintien de l'ancienne valeur monétaire du point d'indice, 2 ans après la convention. Concrètement, de quoi s'agit-il? Voici les explications de l'inspecteur général du travail au micro de notre reporter Bernard Tonguino. Considérant les effets de la dernière crise du secteur éducatif guinéen sur les relations intercentrales CNTG-USTG d'une part et le gouvernement patronat d'autre part, considérant la nécessité de prendre en compte aussi les préoccupations des autres personnels de la fonction publique hors éducation, attendu que les personnels de la santé bénéficient de la même valeur monétaire du point d'indice que ceux de l'éducation, prenant en compte les nouvelles exigences nées de cette crise en faveur de l'ensemble des fonctionnaires guinéens, poursuivant la dynamique d'amélioration des conditions de vie des travailleurs du secteur public depuis 2011, soucieux de la préservation de la quiétude sociale et de l'équité de l'action syndicale dans notre pays. Les parties signataires du protocole du 9 octobre 2017 s'engagent ce jour 19 mars 2018 à modifier le point 1 du dit protocole. Le point 1 du protocole d'accord du 9 octobre 2017 a été modifié ainsi qu'il suit. Petit a. Pour les personnels de la santé, le gouvernement s'engage à payer 30% de la valeur monétaire du point d'indice 1030 à compter de la fin du mois de mars 2018. Les ayants droit des 115 médecins décédés dans le cadre de la riposte contre l'épidémie Ebola bénéficieront d'une pension de réversion dès le 1er janvier 2018. Enfin, les 26 agents paramédicaux seront recrutés dans les effectifs de la fonction publique suivant leur profil à compter du 30 avril 2018. Petit b. Pour les autres personnels hors éducation, en plus des 10% déjà payés en fin février 2018, les parties maintiennent les 30 autres pourcents payables selon l'échéancier ci-après. 10% de la valeur monétaire du point d'indice au mois d'avril 2018, 10% de la valeur monétaire du point d'indice au mois de juillet 2018, 10% de la valeur monétaire du point d'indice au mois de septembre 2018. Enfin, tous les autres personnels de la fonction publique hors éducation ayant fait valoir leur droit à la retraite en 2017 et qui ont perçu leur indemnité de départ bénéficieront d'une augmentation de 40% de la valeur monétaire du point d'indice payable en avril 2018. Petit c. Pour les 3 points soulevés relatifs aux transporteurs, à la biométrie et au secteur privé, le gouvernement s'engage à mettre fin aux tracasseries routières et à lever les barrages non conventionnels dès la signature du présent avenant. Les parties invitent le gouvernement à accélérer la finalisation de la biométrie des retraités d'ici le 30 mai 2018 en vue de la revalorisation de leurs pensions.
Les parties invitent les employeurs à ouvrir des négociations collectives selon la capacité financière de chaque entreprise. Les échanges sur les termes de cet avenant se sont déroulés dans une atmosphère de convivialité et ont restauré la confiance mutuelle entre les parties. Fait à Conakry le 19 mars 2018, ont signé pour l'intercentrale CNTG-USTG El Haj Ahmadou Diallo, secrétaire général CNTG, M. Lumbemba Souma, secrétaire général USTG. Pour le gouvernement, M. Damantan Albert Kamara, ministre en charge du travail, Dr Momelamine Doumbouya, ministre du budget, M. Billy Nankouma Doumbouya, ministre en charge de la fonction publique. Pour le patronat, Hadja Aïssatou Nyouma Traoré, présidente CEPEG, M. Ismaël Kieta, président PAG, M. Alexandre Kamara, vice-président CNPG. Pour la médiation, Dr Alia Kamara, inspecteur général du travail. Et puis ce communiqué du bureau de presse de la présidence de la République. Après ces rencontres avec la société civile et d'autres forces vives de la nation, le chef de l'État, professeur Alpha Condé, reçoit les opérateurs économiques le mercredi 21 mars 2018 à 15 h au Palais Sékou Touréa. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la série de concertation du chef de l'État avec les forces vives de la nation initiée le 8 mars 2018, signé le bureau de presse de la présidence de la République. Je vous disais hier, les cours ont repris et c'est un soulagement pour les élèves, les parents, mais aussi les sages, dont l'implication dans la gestion de la crise entre syndicats et gouvernement a aussi aidé à calmer les esprits. Être écouté fait parfois du bien et c'est l'occasion pour la coordination des sages d'interpeller les Guinéens sur les enjeux de l'unité nationale dans le pays. Suivez. Communiqué des conseils des sages des 4 coordinations régionales de la République de Guinée. Le président des conseils des sages, des coordinations de la Basse-Guinée, de la Haute-Guinée, de la Moyenne-Guinée et de la Guinée forestière se réjouissent très agréablement de la reprise effective des cours sur toute l'étendue du territoire national à la suite de l'accord intervenu entre le bureau exécutif du syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée, SLEG, et le gouvernement autour de la grève salariale ayant paralysé le système éducatif guinéen. Le Conseil des sages saisit cette heureuse opportunité pour adresser leurs sincères remerciements à tous les acteurs ayant contribué positivement au dénouement de cette crise qui a provoqué des pertes en vie humaine et d'innombrables dégâts matériels. Il s'agit de M. Mohamed Saïd Fofana, médiateur de la République, et M. Tibou Kamara, ministre conseiller personnel de son Excellence, M. le Président de la République, pour la bonne conduite des négociations ayant abouti aux résultats souhaités par toutes les parties concernées par la crise. Et là, Mamad Saliou Kamara, imam de la grande mosquée Faisal, et Monseigneur Vincent Koulibaly, pour la patience et la disponibilité dont ils ont fait preuve, ainsi que leurs prières et bénédictions pour la réussite des négociations. Des organisations de la société civile, associations des parents d'élèves et amis de l'école, des élèves et étudiants de Guinée pour leurs efforts de sensibilisation en direction du gouvernement et des enseignants. Des services de sécurité pour le maintien d'ordre et au risque de leur vie. Des médias publics et privés pour la couverture et le reportage des différents événements survenus pendant la crise. Des responsables syndicaux du SLEG pour leur disponibilité et leur ouverture aux négociations. C'est aussi le lieu et le moment précis de remercier tout particulièrement son Excellence, Monsieur le Président de la République, le professeur Alpha Condé, pour la large compréhension dont il a fait preuve en demeurant à l'écoute de son peuple, malgré les contraintes socio-économiques que traverse notre pays. Par ailleurs, le Conseil des sages lance un appel patriotique à toutes les fils et à tous les filles de la nation, de privilégier désormais le dialogue social dans toutes leurs revendications, tout en mettant au devant l'intérêt supérieur de la nation. L'unité, la paix et la stabilité sociale en dépendent et sont la condition sine qua non d'un développement socio-économique durable. De même, le Conseil des sages lance un appel patriotique pressant à tous les leaders politiques de l'opposition républicaine à privilégier le dialogue et la concertation en invitant toute manifestation de rue préjudiciable à l'unité, à la paix et à la concorde sociale de notre pays.
Enfin, le Conseil des sages invite les acteurs concernés par la crise à mettre en application toutes les conclusions et recommandations contenues dans l'accord de sortie de crise. Conakry, le 19 mars 2018, ont signé sous l'arbre à palabres pour la Guinée forestière Elhadji Ahmadou Togba, médaille d'honneur, pour la Basse-Guinée, le Kuntigi Elhadji Ségouna Souma, pour la Haute-Guinée, Elhadji Amadou Kamara, pour la Moyenne-Guinée, Elhadji Ibrahima Samba Diallo, le Conseil des sages. J'ajoute pour être complet que vous suivrez l'intégralité de cette déclaration après ce journal. Des dizaines de femmes dans les rues de Conakry, non pas pour manifester, mais assainir la capitale, et vous allez l'entendre. L'opération est baptisée Balai de paix, l'occasion pour ces femmes de renouveler leur soutien au président de la République après la reprise des cours. Images et témoignages dans ce reportage de Moussa Bangoura, Ousmane Kamara. Les associations féminines de Kaloum, en compagnie des femmes balayeuses, réaffirment leur soutien au chef de l'État, professeur Alpha Condé. À travers cette opération coup de balai, dénommée Balai de la paix, ces femmes ont assaini les artères principales de Kaloum. La campagne d'assainissement vise à rendre la ville propre en dégageant tous les encombrants physiques le long de la chaussée. L'objectif de cette opération, c'est de nettoyer Kaloum, enlever les débris que les femmes de Kaloum et les jeunes de Kaloum ont laissés le lundi passé. Demander pardon au président de la République. Nous voulons la paix à Kaloum. C'est à cause de ça que nous avons initié le balai de paix. Ce balayage, c'est ça, pour la paix à Kaloum, pour la paix en Guinée. Pour cette première journée, l'opération coup de balai a touché la devanture des ministères de la Justice, de la fonction publique, du palais sectoriel, de la Banque centrale et du marché Niger. Nous sommes là aujourd'hui pour balayer, de corriger ce que nous avons gâté. C'est pour dire encore à monsieur le professeur Alpha Condé de laisser tomber tout ce qui s'est passé. Nous étions fâchés à cause de nos enfants. Comme ils ont repris l'école, nous sommes là encore à lui dire pardon. Pardon papa, pardon notre mari, pardon notre fils. Cette campagne d'assainissement se poursuivra pendant toute la semaine. Je l'apprends au même moment que vous, le gouverneur de la ville de Conakry se prononce sur le sitting des femmes de l'opposition annoncé pour cette semaine. Écoutons le général Mathurin Bangoura au micro de Moussa Bangoura. Par rapport à la marche, d'abord ce n'est pas une marche. Le courrier que le secrétaire général de la commune de Kaloum a reçu fait allusion à un sitting au nom du ministère de la Justice. Suite à ça, le gouvernorat et la commune de Kaloum ont examiné le dossier qui a été déposé aujourd'hui. Le courrier a été déposé aujourd'hui. Et comme vous le savez, les femmes devraient déposer, si elles avaient cette intention de le faire demain, elles devraient déposer le courrier 72 heures avant. Mais le délai n'a pas été respecté. C'est ce matin, le secrétaire général de la commune de Kaloum a reçu le courrier et il a aussitôt répondu au courrier pour dire que les femmes n'ont pas respecté le délai. Mais malgré tout, elles ont réagi pour dire qu'elles ont déjà déposé le courrier. Mais puisque nous sommes dans un pays de droit, il était question que les gens respectent. La loi autorise à tout citoyen ou à tout groupe de citoyens de faire une marche selon le désir qu'il se donne. Mais puisque le délai n'a pas été respecté, de 72 heures au moins, 15 jours avant, donc la commune de Kaloum a répondu au courrier pour dire que la marche ne devrait pas se tenir. Mais puisqu'elle insiste, je profite de cette occasion pour demander à la population de Conakry que cette marche ou le sitting que les femmes de l'opposition ont demandé à faire au ministère de la Justice, en prenant le départ au niveau de Al-Mamia, nous disons que cette marche n'est pas autorisée dès l'instant qu'elles ne sont pas dans les normes. Les femmes ne sont pas dans les normes, le courrier n'a pas été déposé à temps. Elles ont marché plusieurs fois, nous avons accepté. L'opposition elle-même a marché. Nous avons eu des réunions ici. À chaque fois que le courrier nous a été déposé, depuis que nous avons pris fonction au gouvernorat, on a toujours demandé à ce que nous asseyons pour que tous les détails soient étudiés et le lendemain, on encadre les marches, surtout que c'est les femmes. La moindre des choses, il fallait que le courrier arrive à temps, on l'étudie et on encadre la marche jusqu'au niveau du ministère de la Justice où elle désire aller déposer le courrier au ministère de la Justice. Mais très malheureusement, tel n'a pas été le cas.
Message transmis. Le projet Mesure Évaluation prend fin à Conakry, un programme du ministère de la Santé dont le bilan est présenté ce mardi aux autorités. Mais qu'est-ce que c'est concrètement? A-t-il changé des choses dans le système sanitaire du pays? Élément de réponse dans ce reportage de Moussa Komara. C'est officiel. Le ministère de la Santé dispose désormais d'un système moderne d'information sanitaire. La plateforme financée par l'USAID a été réalisée par le projet Mesure et Évaluation sur une durée de 2 ans et s'inscrit dans la politique de relance du système de santé initiée par le gouvernement guinéen après le passage de l'épidémie à virus Ebola. L'objectif est de permettre au département de la santé de surveiller les principales structures de santé du pays pour une meilleure prise de décision. Aujourd'hui, nous pouvons nous réjouir de la mise en place d'une plateforme électronique d'information sur la santé, DHIS2, qui fonctionne dans tout le pays. Mesure Evaluation a également appuyé la configuration des nouveaux outils du DHIS2, une étape cruciale pour favoriser la collecte des données des programmes dans le cadre du système d'information sanitaire, réduisant ainsi, voire éliminer la collecte parallèle des données. Nous avions la mission, n'est-ce pas, de moderniser le système d'information sanitaire. Aujourd'hui, donc, on peut se féliciter que cet objectif soit atteint. Tout au moins, on a pu installer une plateforme nationale de gestion des données. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les données qui sont générées au niveau des formations sanitaires et des districts peuvent arriver assez rapidement à travers une base de données informatisée au niveau, n'est-ce pas, des cadres qui prennent la décision au niveau du ministère de la Santé. Le projet est arrivé à terme. Les résultats obtenus sont présentés ici aux différentes parties prenantes. À l'Abbé, une des zones d'intervention, on note par exemple une amélioration très poussée dans le domaine d'assivage, du rapportage et la collecte des données. Imaginez-vous tous les rapports des centres de santé que vous compilez, que vous entassez dans une salle. Aujourd'hui, je ne peux pas dire qu'on n'a pas besoin de ça, mais avec cette plateforme, vous pouvez, dans votre bureau, là où je suis, déjà cliquer sur mon ordinateur pour connaître la promptitude et la complétude de tous les rapports dans la région de l'Abbé. On est parvenu à mettre en place une plateforme de collecte de données au niveau de tous les districts sanitaires. Le personnel a été formé, il y a des serveurs qui ont été mis en place et qui sont fonctionnels. Mais au-delà des instruments, il est effectivement établi que les données sont collectées de façon régulière et utilisées pour permettre les prises de décision. C'est ça le plus important et c'est l'aspect le plus positif que nous voyons dans ce projet. Au-delà du renforcement du système informatique, une application est créée pour permettre au ministère de la Santé de maîtriser sa cartographie sanitaire. Ces acquis, les acteurs comptent les préserver. L'opérationnalisation des missions de proximité et l'intégration de la maintenance des équipements dans le budget de la santé sont envisagés. Je vous l'annonçais en titre, c'est un défi pour la Société des eaux de Guinée, la réduction des eaux non facturées. Elle représente une perte énorme pour la SEG. En l'absence de chiffres officiels, on estime que des centaines de millions de francs se volatilisent chaque année. Alors, comment freiner cela? La Banque mondiale a son idée sur la question et vient en appui à la SEG. Nabi Kamara. Le projet eau non facturée est une stratégie par laquelle les sociétés d'eau entendent passer pour améliorer leurs indicateurs de performance et leurs revenus sans toucher de sitôt le tarif ni différer une quelconque révision tarifaire ou alors une subvention de l'État. C'est une démarche utile pour la SEG qui estime qu'elle permettra de générer des ressources financières importantes. Quand on sait le contexte de la SEG, le niveau de nos indicateurs, je pense que c'est une démarche qui est absolument utile et qui nous permettra vraiment d'avoir des ressources nécessaires pour améliorer non seulement notre fonctionnement, mais aussi pour nous permettre de réaliser les grands défis que nous avons, c'est-à-dire donner de l'eau à travers les ressources financières à toute la population de Guinée. C'est une tâche qui nécessite des fonds extrêmement importants et ça repose sur une parfaite sectorisation de notre réseau de distribution. Donc on a créé jusque dans les villes de l'intérieur. Sur le réseau, il faut faire une analyse des débits de nuit, des débits
et de nombre de fuites trouvées pour déterminer un niveau de fuite physique, donc de l'eau vraiment perdue dans le sol. Et c'est ce genre d'analyse qu'il faut faire pour ensuite élaborer un programme, une stratégie détaillée pour déterminer sur quelles composantes il faut travailler. En général, il faut travailler sur toutes les composantes. L'eau non facturée, il y a toujours tous les aspects qui doivent être suivis en même temps, sinon ça ne marchera pas. Le projet de réduction des eaux non facturées sur le réseau de distribution de Conakry s'étend sur 1 an et demi. Il va de la phase d'assistance technique à la mise en œuvre de l'atteinte de l'objectif du projet et du plan d'action. Pendant ce temps, à l'agence de navigation maritime, des cadres renforcent leurs compétences en matière de gestion des balises maritimes. L'objectif est de leur permettre de gérer l'exploitation des aides à la migration maritime. Le programme est financé par le projet d'appui à la gouvernance dans le secteur minier à Abdoulaye Diallo. Avec plus de 300 km de côtes et plusieurs fleuves navigables, la Guinée dispose d'énormes atouts géologiques permettant l'exportation de ses produits miniers. Depuis quelques années, grâce à l'implantation de plusieurs sociétés minières, des ports miniers sont réalisés un peu partout sur les côtes guinéennes. Cependant, la non-maîtrise de l'usage des balises le long des eaux guinéennes constitue un handicap majeur pour la sécurité de la navigation maritime. Le balisage, en fait, c'est une somme d'éléments qui vont guider le bateau jusqu'au port. Je dirais l'importance de cette formation est vraiment la prise en compte des impératifs, je dirais, de sécurité maritime. C'est-à-dire que pour que les bateaux et tout leur environnement arrivent de manière sécure, comme on dit en anglais, au port. Donc en fait, c'est la mise en place de tout un tas de systèmes qui restent, qui sont pérennes, afin que les bateaux arrivent tranquillement au port. Et tout cela, c'est dans un cadre économique très important, parce que je dirais, plus le plan d'eau est sécurisé, plus les grands opérateurs seront enclins à venir à Conakry notamment ou à Kamsar pour mettre leurs bateaux. Pour corriger ces insuffisances, des cadres de l'Agence de la navigation maritime renforcent leurs compétences en matière de systèmes de trafic maritime, d'identification automatique et de e-navigation. Un véritable défi pour l'ANAM en termes de gestion technique et d'exportation des aides à la navigation. Nous estimons, avec le développement portuaire et maritime enclenché par le gouvernement de M. le Président de la République, le professeur Alpha Condé, il faille vraiment former des cadres valables, parce que nous sommes sûrs que dans quelques années, si on n'arrive pas à former dans ce cadre, nous aurons des sérieux problèmes, notamment dans le cadre de l'entretien des aides à la navigation au niveau de nos chaînons d'accès et au niveau des chaînons des ports, des différents ports. Face à la prolifération des ports miniers, cet atelier de renforcement des capacités devrait permettre aux acteurs de maîtriser les concepts liés par exemple au mouillage et au repêchage des balises. Et puis ce communiqué du procureur de la République près le tribunal de première instance de Mafanko. Suite à la déclaration dans les réseaux sociaux le samedi 17 mars 2018 de Ibrahima Souri Kamara, domicilié au quartier d'Abondi, commune de Matoto, dans laquelle il a soutenu qu'une réunion s'est tenue à Sékou Toureya sous la présidence du chef de l'État, au cours de laquelle il a été décidé de recruter des loupards moyennant de fortes sommes pour s'attaquer aux 6 grands marchés de Conakry, l'effet de piller les biens des citoyens. Il a également déclaré être en possession des preuves, notamment les éléments sonores, les noms et numéros de téléphone des participants qu'il était prêt à livrer à l'opinion nationale le lendemain. Dans le même discours, Ibrahima Souri Kamara a tenu des propos injurieux, diffamatoires et vexatoires à l'endroit du chef de l'État. Ces propos étant de simples allégations et ne reposant sur aucun fait réel, sont constitutifs des délits d'injure,
d'outrage et de diffamation envers le chef de l'État, fait prévu et puni par les articles 363, 364, 658 et 659 du Code pénal. Le procureur de la République, près le tribunal de première instance de Mafanko, a instruit la direction des investigations judiciaires du haut commandement de la gendarmerie nationale à l'effet d'interpeller et auditionner Ibrahima Sori Kamara sur les faits mis à sa charge, en dresser procès verbal et lui communiquer la procédure dans les meilleurs délais. Le suspect régulièrement convoqué par ce service ne s'est jusqu'à présent pas présenté. Dans les 24 heures, si le mis en cause n'obtempère pas à cette convocation, le procureur de la République délivrera une réquisition permettant à la direction des investigations judiciaires du haut commandement de la gendarmerie nationale de l'interpeller de force. Ainsi, il est à rappeler que toutes les personnes impliquées de près ou de loin, en qualité de co-auteurs ou complices, seront poursuivies et jugées conformément à la loi Conakry le 20 mars à Litouré. La mise en condition opérationnelle du bataillon Gangan 2 est lancée au camp du bataillon spécial des commandos en attente de Samoréa. La formation est assurée par Akota. Le point avec Oumar Kamara, Alassane Diaby, correspondant de la presse militaire. La mise en condition opérationnelle des contingents africains avant projection sur les théâtres d'opération des Nations Unies est de nos jours un impératif. En témoigne la présence des instructeurs d'Akota pour la formation du bataillon Gangan 4. Le stage s'étendra sur une durée de 3 mois. Après Gangan 1, Gangan 2, Gangan 3, c'est aujourd'hui le tour de Gangan 4 que j'ai l'honneur de commander, de recevoir Akota. Je les assure à l'entière disponibilité des hommes à suivre assidûment tous les modules de formation qui leur seront dispensés. Aussi, nous espérons que les instructeurs ici présents ne ménageraient aucun effort pour apporter leur expertise à notre unité, permettant à celle-ci d'être largement outillée avant sa projection. La contribution continue de la Guinée permettra à l'Organisation des Nations Unies de tirer parti des succès antérieurs tout en maintenant la paix dans cette région instable du monde. L'engagement de la Guinée dans les opérations de maintien de la paix des Nations Unies est une priorité stratégique que vous partagez avec les États-Unis et nos alliés. Au cours de cette formation, les stagiaires seront initiés aux techniques et compétences liées aux opérations de maintien de la paix à l'échelle internationale, notamment la patrouille, le contrôle de zone et le droit international humanitaire. Gangan 3 est en train de faire des exploits à Kidal. Cela prouve, on ne peut mieux, que les formations qu'il a reçues, notamment avec les partenaires américains, ont été assimilées et lui ont permis de tenir sa place au sein de la MINUSMA. Aujourd'hui, je n'ai pas de message particulier à vous transmettre de la part de la hiérarchie, mais rassurez-vous, les informations qui nous ont remontées sont satisfaisantes et le temps pour moi de vous en féliciter. Akota est une institution basée aux États-Unis d'Amérique. Elle a pour rôle d'assister les contingents africains dans leur programme d'entraînement pour les opérations de maintien de la paix à l'échelle internationale. Ces instructeurs d'Akota seront assistés dans leurs tâches par les formateurs guinéens. C'est un soulagement pour les travailleurs du ministère du Plan et de la Coopération internationale. Plusieurs pourront rallier leurs services par bus désormais. Une promesse tenue de leur ministre, comme l'explique Maïmouna Bella Diallo. Ce bus est destiné aux travailleurs du ministère du Plan et de la Coopération internationale. C'est un don de la ministre de tutelle. Cet engin roulant supplémentaire est obtenu grâce à l'effort personnel de Hadjama Makani Diallo. Il devrait faciliter la mobilité des travailleurs. Avec ses 32 places, ce bus vient s'ajouter aux 2 autres déjà disponibles dans ce département. Toute une satisfaction pour les fonctionnaires de la Direction nationale du plan. Je suis satisfait, mon personnel est satisfait. Elle nous avait promis, elle est en train de réaliser. Nous sommes très contents compte tenu du transport, des difficultés du transport à Conakry aujourd'hui. Alors ça va permettre à beaucoup de travailleurs de se déplacer facilement et à des heures, c'est-à-dire on vient très tôt, on se retourne aussi tardivement. Ça aura un retombé sur le travail qu'on est astreint au département. Le 1er mars dernier,
7 véhicules ont été offerts à certains responsables de ce département stratégique. Une façon d'améliorer les conditions de travail des cadres. On fait l'effort pour qu'à chaque moment, on apporte un plus pour faciliter la vie des travailleurs du ministère du Plan et de la Coopération. J'espère que nous allons avoir les moyens suffisants pour réaliser tout ce qu'on a envisagé. Déjà, c'est un bon début qu'on ait 3 bus pour le personnel avec ce bus supplémentaire. Nous ferons en sorte d'avoir d'autres possibilités de transport et d'autres possibilités d'amélioration des conditions de travail dans le sens des équipements, de l'amélioration de l'environnement. Dans son programme d'amélioration des conditions de travail de ces cadres figure aussi la réhabilitation de ces 2 bâtiments. Des bâtiments qui abritent les services des directions nationales du plan et de la coopération internationale. Précisément aux Nations Unies, vous allez le voir, des produits artisanaux guinéens sont exposés sur place. Ils attirent plusieurs visiteurs. Satisfaction des initiatrices, notre correspondante Fatoumata Samoura les a rencontrés. Témoignage en images dans ce reportage. Cette année, la délégation guinéenne compte des femmes agricultrices et des femmes d'affaires dans leurs valises, des produits purement guinéens. Devant leur stand, ici aux Nations Unies, Adama Sissé et son équipe exhibent fièrement des pagnes, des draps en indigo et des denrées alimentaires, des produits made in Guinée qui attirent les visiteurs. Nous avons envoyé des mangues séchées, des ananas séchés, du beurre de karité, le riz, le fonio, et ainsi de suite. Vous avez vu comment la qualité a été appréciée par les participants. Tout le monde courait pour aller voir. Ils avaient la curiosité de voir, le goûter, parce qu'ils entendent la Guinée, un grand pays qui est riche en ressources. Alors si vous voyez qu'on a envoyé ça, c'est sur ce but. Et je sais que je prie le bon Dieu que ça ne soit pas la dernière fois d'être là, parce qu'on va s'improver d'année en année. Cette expérience bien réussie galvanise Adama et ses amis. Aujourd'hui, ces femmes ne pensent qu'à diversifier et améliorer leur production. Leur souhait, participer chaque année à la session des Nations Unies sur la condition de la femme pour mieux vendre le savoir-faire des Guinéennes. On a besoin d'aide. Nous avons besoin des machines. Parce que jusqu'à présent, la Guinée, le président, il envoie tous les jours les machines, il fait tout pour que les femmes soient à l'aise dans la transformation, dans la pêche, dans la couture. Parce que si les femmes sont aidées, nous pensons que l'Afrique, on va éradiquer la faim, on va éradiquer la pauvreté. Nous serons autonomes. En attendant les conclusions de cette 62e session de la Commission sur la condition de la femme, ces Guinéennes continuent d'écouler leurs produits tout en étoffant leur carnet d'adresses dans la capitale économique des États-Unis. Littérature, pour parler d'un ouvrage de 236 pages. Aboubacar Sidibé Diallo en est l'auteur et il l'a intitulé Coopération décentralisée. Sous le label de la maison d'édition Harmattan Guinée, l'auteur s'intéresse au développement des coopérations sur le plan local. Abraham Christophe Conté et Valérie Talimanet ont suivi pour nous la dédicace du livre. Coopération décentralisée, c'est le titre du nouvel ouvrage de Boubacar Sidibé Diallo. Le document fait la peinture des différentes dynamiques du développement local et national. C'est une illustration de la coopération décentralisée devant soutenir et renforcer les initiatives des acteurs locaux. À un moment donné, je me suis dit, qu'est-ce que je pouvais apporter sur le champ de la décentralisation en République de Guinée ? Est-ce qu'il fallait se mettre à imaginer des théories, à écrire des trucs compliqués? Je suis parti d'une expérience de terrain que j'ai vécue pendant 5 ans avec de multiples acteurs de développement, qu'ils soient politiques, associatifs, techniques, des projets et programmes de développement. De cette expérience de terrain-là, j'en ai tiré des leçons en termes de développement des territoires pour accompagner la décentralisation en République de Guinée. Au-delà du vécu, c'est vraiment une analyse profonde de la façon dont les politiques publiques devraient être conduites en République de Guinée notamment. Pourquoi
l'investissement du gouvernement par rapport à la sortie de cet ouvrage. Je donnerai deux raisons. La première raison, c'est que Bakar Sidiki était jeune. Et je le disais dans la salle tout de suite. Ce pays, notre pays à nous, la Guinée, ne peut se développer qu'avec la culture, ne peut se développer qu'avec sa jeunesse. Alors, nous nous sommes dit qu'il fallait mettre tous les moyens qu'il faut. Parce que pour un premier temps, c'est un collaborateur. Pour un deuxième temps, parce que c'est un jeune. Nous nous sommes dit qu'il fallait encourager la jeunesse, sans laquelle aucun pays ne peut se développer. Dans ce document de 236 pages, subdivisé en 12 péripéties, l'écrivain raconte des faits réels de la vie. Tout se passe dans un pays frontalier de la Guinée, à l'occurrence au Sénégal. Il dépeint la coopération décentralisée en France et dans les régions de Tambacounda et de Kédougou au Sénégal. L'auditeur a fait un écrit qui peut permettre à tous nos élus locaux de s'inspirer sur cette expérience vécue pour qu'on puisse les pratiquer au niveau de nos collectivités locales. Surtout que ça vient à point nommé, c'est suite à l'élection au 4 février des conseils des collectivités locales. Je crois que le document là peut leur permettre d'avoir un outil important dans le cadre de la mobilisation des ressources et dans le cadre du jumelage entre les collectivités guinéennes et extérieures. Passionné de l'écriture, Boubacar Sidiki Diallo est économiste de développement formé dans les universités Gamal Abdel Nasser de Conakry et Pierre Mendes de France Grenoble 2. Expert et spécialiste des questions de décentralisation, de développement local et de coopération, il s'est installé aujourd'hui à Conakry. Comme consultant, Boubacar Sidiki Diallo collabore avec le gouvernorat de la ville de Conakry. Musique, on s'arrête au Fouta à la rencontre de deux passionnés de musique pastorale. Elle connaît un grand succès dernièrement et fascine de nombreux mélomanes. Le Poda notamment et Samba et Mamadou contribuent à cette valorisation de la musique instrumentale guinéenne. Notre reporter Makemedozo est allé à leur rencontre. Regardons son reportage. La flûte était jouée par les griots Peuls. Elle est taillée dans des rousseaux. La bouche est modélée avec de la cire et des trous qui permettent de produire diverses notes. Cependant, l'intensité du souffle procure aussi des sons différents. Ces joueurs de flûte, à travers un son, sont capables de dire des phrases totalement compréhensibles. Mamadou Sow a hérité de cet instrument. À l'âge de 12 ans, Mamadou et son père, Sarsangouré Kaba, jouaient la vedette dans les cérémonies de réjouissance à travers la Moyenne Guinée. Depuis moi, apprends ça, c'est gagner 100 francs, c'est gagner femme, c'est gagner 100 francs, cause de ça seulement. C'est parti entre ici, Côte d'Ivoire, Mali Bamako, Sénégal et concert. Comme la flûte, le violoncelle était utilisé autrefois pour égayer la cour royale. Nigniro en Poulard, le violoncelle résiste face à la menace de la musique urbaine, car le rythme s'impose dans les cérémonies festives et culturelles de la communauté Peul, comme le Poda par exemple. Sambaouri Bari est l'un des anciens musiciens de l'ensemble instrumental de Guinée. À 78 ans, Ouri doit tout à son instrument. Depuis le 14 février 1964, ensemble qu'on a. J'ai intégré l'ensemble instrumental depuis 1964. Dès lors, j'ai eu la chance d'effectuer des voyages à travers le monde. Et grâce à cet instrument, j'ai fondé ma famille. Amérique, après Australie. La
flûte et le violoncelle, dans un instrument musical qui varie et se diversifie, continuent de rappeler une identité culturelle. Depuis des siècles, ces instruments de musique restent parmi les patrimoines les plus emblématiques de la musique pastorale. Dans le Foulawa, l'art est transmis de génération en génération et incarné par les dignes fils du terroir. Sambaouri et Mamadou évoluent tous dans l'ensemble instrumental de Guinée. On termine avec les préparatifs de la CAN de football 2023. La Guinée doit abriter la compétition et pour le comité d'organisation, le défi est de taille. Une mission de prospection sillonne les régions du pays et s'est arrêtée en Guinée forestière pour évaluer les possibilités de construction de stades devant accueillir certains matchs de la Coupe d'Afrique des Nations 2023. Le point avec notre envoyé spécial à Zérékoré, Mangafodé Touré. Zérékoré, la zone forestière de la Guinée est dans le viseur du comité d'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations pour abriter certains matchs de la compétition. En mission de prospection, le COCAN rencontre les autorités préfectorales pour examiner les conditions de choix des villes de la CAN 2023 en Guinée. Malgré la distance qui sépare la région forestière de la capitale Conakry, ici, on ne manque pas d'arguments pour figurer parmi les localités retenues. Si ma région, dont je suis président de football, est retenue, c'est véritablement la joie parce que ça va permettre de désenclaver ma région dans le cadre des infrastructures sportives et dans le cadre de tout ce qui peut être attrayant pour la jeunesse. Je vais profiter, remercier tous ceux qui, de près ou de loin, sont en train de contribuer à ce que cette activité se réalise dans notre pays et véritablement dans notre région. C'est vraiment une joie. J'encourage, je félicite tout le monde, tous les acteurs qui, de près ou de loin, sont associés à l'organisation de cette CAN. La population de Zérékoré accueille dans sa totalité cette mission de COCAN. Mais j'avoue qu'à Zérékoré, toute la disponibilité, aucun sacrifice ne sera ménagé, aucun effort ne sera laissé pour compte pour la réussite grandiose de l'événement. L'engouement est total pour remplir les conditions de la mission du COCAN 2023. Les autorités administratives ont présenté aux délégués 50 hectares de domaines aux périphéries de la ville pour la construction des infrastructures sportives. La visite des structures sanitaires, des hôtels et d'autres infrastructures existantes pouvant entrer dans l'organisation a aussi marqué les journées de travail de la mission du COCAN à Zérékoré. Un séjour ponctué par le tournoi scolaire régional au stade 3 avril. Comme pour dire qu'au-delà d'être au carrefour de 4 pays, Zali est également une cité sportive. Je reviens sur ce communiqué du bureau de presse de la présidence de la République. Après ces rencontres avec la société civile et d'autres forces vives de la nation, le chef de l'État, professeur Alpha Condé, reçoit les opérateurs économiques le mercredi 21 mars 2018 à 15 h au palais Sékou Touréa. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la série de dissertations du chef de l'État avec les forces vives de la nation, initiée le 8 mars 2018, signé le bureau de presse de la présidence de la République. Voilà, c'est tout pour les infos. Merci à la régie, au cadre Robert Bangoura, Sadou Barry, au réalisateur Moussa Komara et à toute l'équipe de la rédaction, ainsi qu'à nos téléspectateurs, notamment de Madina, Almamia, Lambaï, Sangoya et Demoudoula. Bonsoir.